Salut à tous, c'est Bismart. Alors, au programme, tiens, les syndics. Je crois qu'avec journaliste, ça doit être, et garagiste peut-être, la profession la plus détestée des Français. Enfin, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'ils ont mauvaise presse. Et donc, il y a des jeunes entreprises là qui se proposent de disrupter les syndics. On verra ça avec Matera dans un instant. Au programme aussi, un air de vacances. Voilà. Alors, je vais me faire plaisir et j'espère vous faire plaisir. Mais toute la deuxième partie de cette émission, je vais rediffuser une interview formidable de Serge Trigano qui était venu nous voir. Il sort un bouquin. Mais même toi, Benjamin, t'as pas connu ça. T'es trop jeune aussi. Avoir 20 ans dans les années 70, quoi. Je crois que ça a peut-être été dans les pays développés. Avoir 20 ans dans les années 70 dans les pays développés, ça a peut-être été le summum de l'histoire de l'humanité, non? Tu crois pas? Enfin, probablement. Et avant ça, donc, on va parler macroéconomie, tendance de marché en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent, donc on y va avec Benjamin Mellman. C'est parti. Benjamin Mellman, donc Global CIO, Chief Investment Officer pour Edmond Rothschild Asset Management. Donc j'ai écrit Nouveau régime de marché, mais alors au-delà des marchés, moi ce qui m'intéresse c'est qu'en fait, vous qui regardez les marchés, vous êtes sans doute les plus fins analystes de la macroéconomie, parce que quand même, globalement, on a beau dire, il y a quand même un lien entre les deux. Parfois c'est à la marge, mais voilà. On est dans une situation compliquée, Benjamin, j'ai l'impression. Alors tu parles, j'ai beaucoup aimé, tu dis statistiques d'inflation erratiques. Ça va partir dans tous les sens. Et pourquoi est-ce qu'elles sont à ce point importantes, ces statistiques d'inflation? Elles sont très importantes parce qu'on n'a jamais fait autant de plans de relance aux États-Unis. On a vécu 3 décennies de chute de l'inflation. Et on s'est habitué à une inflation très faible. Et finalement, on arrive dans une situation complètement inédite, qui est improbable, ce qu'on a connu l'année dernière. On voit enfin le fiscal de retour. Mais enfin... pas qu'à moitié, c'est-à-dire que quand on fait la somme des plans de relance qui ont été mis en place aux États-Unis, c'est juste monstrueux, avec une Fed derrière qui monétise amplement et à tour de bras. Et donc, tout le monde se pose la question qui est, mais après tout, est-ce que l'inflation est morte? Alors ça, c'était le débat d'hier, et est-ce qu'elle ne va pas repartir? Or, là, on est dans un contexte où, comme on le sait, avec la crise du Covid, il y a plein de pénuries partout, sur les semi-conducteurs, sur le bois, sur énormément de choses. Et donc, avant qu'on puisse voir éventuellement cette inflation économique ou monétaire repartir, il y a une petite période où techniquement l'inflation peut repartir pour des raisons que ponctuellement, la demande va être supérieure à l'offre au moment où la demande se libère en quelques semaines et l'offre reste encore un peu... Et c'est pour ça qu'on va avoir des statistiques erratiques, mais qui va continuer à cultiver la question de fond, parce que qu'il y ait quelques mois de rebond de l'inflation, c'est pas un sujet. Le vrai sujet, c'est ce que l'inflation est vraiment en train de repartir. Voilà. Et ces statistiques, comme celle qui est tombée aujourd'hui, vont continuer à nourrir la question qui est, mais mon Dieu, est-ce que l'inflation est vraiment morte? Est-ce qu'elle n'est pas en train de repartir après autant de politique économique? Alors, on en parlait hier avec Denis Ferrand-Rexecode qui était à ta place. Il y a une pénurie, alors dont toi tu parles, mais dont on parle finalement assez peu et qui est peut-être la plus importante, c'est la pénurie de main-d'œuvre dans les pays développés. Et globalement, si les entreprises commencent, et on le voit aux États-Unis, c'est-à-dire aujourd'hui, là, tu as partout, ça y est, $15 de l'heure, venez chez nous, $15 de l'heure, ils vont forcément devoir basculer 16, 17, 18. Et c'est là où tu rentres dans un cycle, effectivement, qui peut être un cycle inflationniste. Exactement. C'est à ce moment-là. Exactement. Voilà. Celui-là, il serait inflationniste. Alors, cela étant, il y a quand même quelques raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne sont pas revenus sur le marché du travail, ce qui a été l'exceptionnelle allocation chômage, qui va commencer à disparaître à partir de la mi-juin dans 24 États, et qui devrait libérer un peu plus de 3 millions de personnes qui touchaient l'allocation chômage, tellement bien qu'ils n'étaient pas pressés de revenir sur le marché du travail. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a une pénurie, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait ces allocations chômage qui vont petit à petit disparaître et remettre des gens sur le marché du travail. Alors, je te donne la notion que nous a apportée Denis hier, qui est très intéressante, tu iras regarder si tu veux. C'est que la formation de la main-d'œuvre est restée figée, pendant que l'économie, certes figée en apparence, était en fait en train de se transformer en profondeur et ressort quand même de ce Covid beaucoup plus digitalisé, beaucoup plus transformé. Ça, c'est clair. Et donc, l'adéquation demande main-d'œuvre, on va peut-être avoir un problème. Absolument. D'où absolument. tu vois, voilà. Absolument. D'où le sujet, pénurie de main-d'œuvre et tout. C'est absolument passionnant comme... Absolument. On est d'ailleurs intimement convaincu qu'il va y avoir des dépenses de formation, mais extraordinaires ces prochaines années. C'est tout un sujet. Il va falloir rattraper le retard. Ouais. Et en attendant, on va peut-être être effectivement dans une nécessité d'augmenter les salaires, parce que le gars qui sera bien formé pour ce que demandent les entreprises,
il va avoir un pouvoir de négociation redoutable. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'avant la crise, on avait un taux de chômage qui était incroyablement bas, qui était en dessous de 4%. Et finalement, les salaires ne repartaient pas. Et sincèrement, ça défiait les lois de la gravitation. C'est vrai. Donc on a le droit de penser, et pour toutes les raisons évoquées, qu'à un moment ou à un autre, ils vont repartir. Mais n'oublions pas qu'il y a avant la crise, on se grattait la tête en se disant mais pourquoi les salaires ne repartent pas aux États-Unis? Ils ne repartaient pas. Et alors, ça va nous amener à l'Europe. Pourquoi est-ce que c'est si important que ça, en fait, l'inflation? Parce que l'inflation détermine les taux d'intérêt, et les taux d'intérêt déterminent le coût de la dette. Et on sait à quel point on s'est chargé, enfin les États se sont chargés en dette. C'est ça Absolument. C'est ça la mèche qui pourrait aller enflammer l'ensemble du système. Absolument, absolument. Bon, il faut voir qu'aujourd'hui, les taux, ils sont quand même encore... Surtout, il faut parler de l'Europe, mais je regardais par exemple l'OAT 8 ans. Il se trouve que la dette française a une maturité de 8 ans. Ouais. On est toujours dans un univers de taux négatifs sur 8 ans. Oui. On est toujours... Alors, c'est marginal. Sur 10, on est repassé un peu positif. Oui, là, légèrement. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que les taux peuvent remonter encore un peu sans que ça soit un problème. Aujourd'hui, on a un niveau anormalement bas. Et effectivement, on peut anticiper des remontées de taux. Il faudrait que ça soit vraiment significatif et durable, parce que ce n'est pas une remontée sur 6 mois, 1 an qui change sensiblement le coût du service de la dette. Il faut vraiment que ça soit quelque chose sur plusieurs années. Donc un changement de régime. Oui, tout à fait. Pour que là, on commence à avoir un véritable problème sur la dynamique de la dette. Sachant que les dynamiques de la dette, comme on le sait, pour des pays comme malheureusement la France, pas du tout stabilisé. On a une dynamique de la dette qui a énormément monté ces dernières années. Mais on se retrouve en zone euro, là. Alors c'est là aussi un sujet quand même. Enfin, est-ce que pour toi c'est un sujet? Je regardais en fait les statistiques des Pays-Bas. C'est ahurissant. Ouais. Les gars sortent en dessous de 60% de dette sur PIB. Nous, on est à 120. Et avec 3,5% de taux de chômage. Je crois. Alors, on a eu de très bons chiffres du chômage, nous, aujourd'hui. Mais enfin, quand même, 3,5% de taux de chômage. Est-ce qu'on n'a pas là des périls nouveaux qui sont en train d'arriver? Si. Il y a... Je disais, on va voir un peu, mais non. mais non. Enfin, des périls nouveaux, pas pour tout de suite. Aujourd'hui, on est au cœur d'une crise. On sort de la crise, mais il va falloir du temps avant de sortir de la crise. Il y a même une très, très belle unanimité européenne. Aujourd'hui, l'Europe marche main dans la main. Encore aujourd'hui, là? Oui. Encore aujourd'hui, sur ces plans de relance, il y a quand même à peu près un consensus au sein de la Banque centrale européenne, on l'a vu encore aujourd'hui, sur la politique monétaire extrêmement accommodante à tenir. Donc, il n'y a pas de sujet. Effectivement, le moment où il va y avoir un vrai sujet, c'est quand la reprise sera ancrée. Les pays du Nord vont commencer à dire c'est le moment de remettre de l'ordre dans les finances publiques et c'est le moment aussi de remettre de l'ordre dans la politique monétaire, parce que les pays du Nord sont des pays épargnants, ne supportent pas cet univers de taux négatifs. C'est très compliqué quand on est des pays épargnants, alors que nous, pays endettés, Donc, le problème, et l'Europe est faite d'opposition, il ne faut pas se leurrer. Alors malheureusement, c'est vrai que, et c'est le problème de cette crise, c'est que les divergences fondamentales entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud se sont creusées. Donc ça promet pour demain, plutôt après-demain. Donc pour nous, ce n'est pas un sujet. T'appelles quoi après-demain? C'est quoi pour toi après-demain? 2023. D'accord. 2023, je pense que 2022, ça va encore aller. Et puis à un moment, 2022, il y aura bien quelqu'un qui va siffler à la fin de partie sur le thème. Bon, maintenant, il va falloir remettre de l'ordre dans les finances publiques. Schäuble a déjà un peu oui. Oui. Bundestag. Alors, on se souvient de son rôle pendant la crise grecque. Visiblement, il reste... pardon pour cette expression très malheureuse, j'en ai pas d'autre, le concernant droit dans ses bottes. Non, effectivement, ça ne va pas, mais enfin bon, voilà, vous comprenez bien ce que je veux dire. Il reste déterminé, en tout cas, à se servir des mêmes recettes que celles qu'il a utilisées contre la Grèce. Mais c'est le propre de l'Europe. L'Europe est faite de dialogue, l'Europe est faite d'opposition, mais je trouve que l'histoire de l'Europe ces dernières années, c'est la capacité à organiser ce dialogue. Et alors peut-être à la 23e heure, et ça, on sait que l'Europe, quand à une crise, met du temps parfois à réagir par rapport à une crise, mais trouve une solution. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'accroissement des différences entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud fait que la prochaine vague, qui pour nous n'est ni cette année, ni l'année prochaine, peut-être éventuellement après, sera plus haute. Donc, la prochaine vague de quoi? Le prochain tsunami, entre guillemets, la prochaine crise européenne. La prochaine crise européenne. En fait, tant que les taux ne remontent pas, comme vous le disiez Stéphane, tout va bien. À partir du moment où il faudra commencer à remettre de l'ordre, supposons que l'inflation reparte par exemple aux États-Unis, que les taux américains se tendent et que par sympathie les taux en Europe se tendent, et bien là, il y aura les pays d'Europe du Nord qui pourront absorber ça et beaucoup plus de problèmes sur les pays d'Europe du Sud. Donc, on se rend bien compte qu'il faut que l'environnement reste relativement stable pour que cette concorde européenne qu'on a cette année
tienne. Si effectivement l'environnement commence à se tendre et si l'inflation commence à repartir, alors on va avoir des sujets un peu plus sérieux. Mais on n'y est pas. Pour nous, ce n'est pas un thème cette année, c'est même pas un thème l'an prochain. Non, mais ça veut dire qu'il faut quand même, et j'ai l'impression que les Français ne s'y intéressent pas beaucoup. Je vais reconnaître que moi-même, jusqu'à présent, je ne m'y intéressais pas beaucoup. Le successeur d'Angela Merkel est sans doute l'homme le plus important d'Europe dans les années qui viennent. C'est-à-dire que il faut quand même qu'on regarde de très très près qui va succéder à Angela Merkel. Ça va être très très important, Benjamin. Absolument. Non, mais indéniablement, il y a... Un mot, parce que ah oui, juste pour terminer, j'avais oublié ça, il nous reste une 30, ça va. Tu juges que les analystes... parce que j'avais mal compris, je pensais que tu jugeais les entreprises trop prudentes sur la puissance de la reprise. Non, c'est des analystes qui sont trop prudents encore aujourd'hui sur la puissance de la reprise mondiale. Non pas qu'on s'attende nécessairement à une reprise beaucoup plus forte que ce qu'aujourd'hui les économistes ou les analystes anticipent. Mais souvent, c'est le levier opérationnel qui est sous-estimé. Quand il y a une très forte croissance, la croissance des profits peut être beaucoup plus forte que ce que les analystes anticipent. Donc, à même niveau de croissance, quand la croissance est très forte dans une grosse phase de reprise, on peut avoir un effet catapulte sur les profits bien plus élevés que ce que les analystes ont mis. Malgré les pénuries. Alors, toi aussi, tu n'as pas peur des pénuries. 40 secondes. Il y a ce bémol-là qui est qu'effectivement, il peut y avoir des phénomènes de pincement de marge qui, cette année, vont faire que cet effet-là sera amoindri. Mais on n'est pas inquiet, en tout cas du tout, par les prévisions très fortes de croissance de profit des analystes. Et on imagine même qu'on pourrait être encore surpris à la hausse. Pincement de marge. J'aime bien ça, j'aime bien cette expression. Benjamin Mehlman, donc Global CIO pour Edmond Rothschild Asset Management, était notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Raphaël Di Meglio. Salut Raphaël. Salut. On ne doit pas prononcer le G d'ailleurs à mon avis. Absolument, on dit Di Meglio. Di Meglio. Cofondateur de Matera, la révolution des syndics. Alors pourquoi j'ai écrit ça, révolution? Parce que tu as fait un film. En fait, il faut bien dire les choses, Raphaël, si tu es là, c'est que j'ai adoré le film de pub que tu as fait. Alors, c'est deux choses. On va parler évidemment des syndics, etc. Mais on va le voir, là, il va passer... c'est de l'investissement. Matera existe depuis combien de temps aujourd'hui? 2017. 4 ans. Chiffre d'affaires, enfin on a une idée de chiffre d'affaires, non, on ne veut pas donner notre chiffre d'affaires, machin, enfin bon, ça marche bien, c'est une boîte en croissance, mais enfin c'est pas non plus, j'imagine, des millions d'euros. Enfin, c'est des millions d'euros. C'est des millions d'euros. Au-dessus de 10 même? Un peu en dessous. Un peu en dessous. Ouais. Ça, ce film qu'on voit là, alors il ne faut pas que tu le regardes parce qu'il faut que tu parles dans le micro. Pardon. Et puis tu le connais par cœur. Voilà. Ce film qu'on voit là, il est très très bien fait, il a coûté cher. Pas mal, ouais. Il a coûté... je veux pas le prix, mais il a coûté cher. Ouais, ça demande de l'investissement. Ouais. Et si tu fais un film comme ça veut dire que... alors pardon, on va être un peu technique, mais je pense que ça vous intéresse en termes d'achat d'espace. C'est-à-dire, un, on fait le film, et deux, ensuite, où est-ce qu'on va le diffuser? Et c'est bien ça qui coûte le plus cher quand même. Absolument. Voilà. Absolument. Et donc un film aussi exigeant, c'est pas pour le diffuser... sur YouTube, j'imagine. Tu as d'autres ambitions. Voilà. Alors, même si YouTube peut venir en complément de la télé, c'est la télé qui... C'est la télé. Oui, bien sûr. Et donc, ça veut dire, tu te dis, il faut aujourd'hui mettre beaucoup d'argent, donc sans doute, j'en sais rien. Tu peux me donner le prix de la campagne, tout compris? Complètement. En gros, on a payé 1 million d'euros. Et voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Il faut mettre 1 million d'euros sur la table pour... créer une marque, c'est ça le sujet? Ouais, il y a très clairement un enjeu de créer une marque pour nous. En fait, on est dans un secteur très B2C, donc il faut qu'on aille convaincre tous les copropriétaires de France et de Navarre qu'on est la meilleure solution pour leur copropriété. Et donc, il faut aller toucher chacun d'entre eux pour qu'ils connaissent Matera et qu'ils votent pour nous en Assemblée Générale. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, alors je le décris, le film, voilà, on est, là c'est le début, justement, ça tombe bien, je le décris pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast, c'est séance de copropriété où tout le monde s'endort. Voilà. L'Assemblée Générale. Assemblée Générale. Ouais, la fameuse. J'ai jamais connu ça de ma vie, donc je te fais confiance. Faut le vivre. Locataire. Faut acheter un appart pour le vivre. Voilà, c'est ça, faut acheter un appart pour le vivre. Et tout à coup, voilà, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit ça peut plus durer. Ça peut plus durer, quoi. C'est exactement ça. Et Matera, c'est un peu ça. Ça peut plus durer. Il y a d'autres choses qui sont possibles. Il faut faire bouger les choses. Qu'est-ce qui peut plus durer? Alors, où sont les sujets? Parce que, alors, il se trouve que je connais bien parce que j'ai suivi son parcours de manager dans d'autres boîtes. L'actuel patron de Foncia,
qui est un gars qui me semble... Tu dis, ah, c'est quoi? Mais alors, c'est quoi? Je vais le dire avec un peu de brutalité, mais tu penses qu'en gros, ce sont des escrocs, ces gars-là, aujourd'hui? Non. Et je pense pas que Philippe Salle, que vous mentionnez, soit du tout un escroc. Je pense qu'il y a eu des pratiques un peu abusives, etc., mais c'est une minorité. Nous, notre constat, c'est plus que le modèle du syndic est plus possible aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, un gestionnaire de copropriété, il a 50 immeubles à gérer et il gère de l'argent qui n'est pas le sien. Donc, il n'a aucun temps opérationnel à accorder à chacune des copropriétés. Et en plus, il n'a pas les mêmes intérêts que les copropriétaires. Ça veut dire que c'est pas lui qui paye ses charges à la fin de l'année, c'est pas lui qui habite dans l'immeuble. Et nous, notre modèle, si vous voulez, il permet de réaligner les intérêts des copropriétaires sur ceux qui décident. En fait, nous, on désintermédie le secteur et on permet aux copropriétaires de décider directement sur les prestataires, les contrats, la vie de l'immeuble, sans avoir besoin d'un intermédiaire. Donc tu fais une marketplace? En fait, on fait un logiciel de gestion, grosso modo, avec de l'accompagnement humain pour les sujets complexes. Mais l'idée de base, c'est la plateforme qui va automatiser les tâches comptables, administratives, juridiques de la copropriété et qui va permettre au conseil syndical et aux copropriétaires de manière générale de gérer directement sans avoir besoin d'y passer de temps ou que ce soit complexe pour eux, quoi. Et à ça, on ajoute une marketplace avec des prestataires, des fournisseurs qui vont venir intervenir dans les copropriétés. Mais c'est pas très dangereux, ça? Enfin, tu vois, ça me fait penser à l'ensemble de ceux qui, à un moment, ont dit que les entrepreneurs n'avaient plus besoin de comptables et qu'on pouvait faire de la comptabilité automatique. Ce que je ne crois absolument pas. Je pense que c'est un danger terrible. Et il y a une boîte magnifique qui s'appelle Georges Pointec, qui s'appelle Indie maintenant, qui a créé un robot comptable pour... alors c'est plutôt pour les professions libérales au début et maintenant pour les petites SARL, et qui permet aux professions libérales et aux petites SARL de gérer directement leur comptabilité avec cet outil. Ils ont levé 30 millions d'euros avec Singular et ils vont exploser en Europe. N'allons pas... Enfin, je veux bien qu'on aille sur ce sujet-là, Vous avez déjà interviewé Firmin, non, de chez Payfit, Firmin Zocchetto. Bien sûr, Payfit, et puis, mais il y en a énormément. Je pense que c'est un risque considérable. C'est-à-dire, le risque juridique aujourd'hui pour un entrepreneur est un risque très important. Et automatiser sa comptabilité pour épargner, je fais le calcul dans ma tête, ça va vous coûter quoi? Allez, si vous êtes auto-entrepreneur ou petite profession libérale, 50, 100 euros par mois. Je trouve que c'est une folie. Voilà, je le dis comme je le pense. Oui, mais c'est pas qu'une question d'économie, la désintermédiation. C'est aussi une question d'expérience utilisateur et d'avoir le contrôle sur la donnée et la prise de décision. Parce qu'en fait, ce qui est embêtant, si vous voulez, quand on est intermédiaire, c'est qu'on dépend de quelqu'un pour avancer. C'est ça qui est hyper frustrant, en fait. C'est qu'on va avoir besoin, si on a besoin d'une information tout de suite ou si on a besoin de prendre une action, et c'est pas nous qui avons le pouvoir de décision quand on est intermédiaire. Il faut faire la demande et ensuite, en fonction de la qualité de service, la demande sera répondue plus ou moins rapidement. Ce qui est important, c'est de reprendre le contrôle et une question de pouvoir qui est hyper importante, quoi. Je comprends parfaitement sur l'aspect marketplace. Je comprends parfaitement la mise en concurrence des différents acteurs. Et effectivement, avec la meilleure volonté du monde, quand vous traitez, combien tu dis, 50 copropriétés en même temps, il y a forcément à un moment des notions de rente qui entrent, on va le dire comme ça, des notions de rente qui entrent en ligne de compte et qui font que, oui, mais avec lui, c'est plus pratique. Donc, on va continuer à travailler avec lui, même si ça coûte un peu plus cher. En gros, globalement, c'est ça que tu dis. Je comprends exactement ça. En revanche, tout ce qui est juridique, tout ça me semble... Mais là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que... Ça marche bien si, en gros, tu as un retraité cortiqué, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe qui est dans la copropriété et qui accepte de s'occuper du truc, quoi. Non, c'est pas vrai. Il y a deux choses. Premièrement, nous, on a remis au goût du jour un modèle qui existe depuis la loi de 65, un peu fondatrice sur la copropriété, qui s'appelle le syndic coopératif. Et le syndic coopératif, ce qui est bien, c'est qu'on peut se répartir les tâches au sein du conseil syndical, donc c'est plus collégial que juste une personne, un retraité qui va gérer tout seul. Donc ça, c'est hyper important. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, avec la technologie qu'on développe et que les outils qu'on peut utiliser, la comptabilité, ça s'automatise. Avec les API de mouvements bancaires, le fait de pouvoir utiliser Trésor pour devenir une néobanque, etc. La technologie permet d'automatiser ces tâches comptables, administratives et juridiques. Oui. Non, mais ça, je suis d'accord. Et bien alors ? Mais je préfère que ce soit automatisé. Non, mais encore une fois, je préfère que ce soit automatisé dans un cabinet comptable. Et je préfère qu'il y ait un moment. Mais je ne veux pas qu'on parle de comptabilité, on parle de syndic. Mais je préfère qu'à un moment, il y ait quand même une notion, tu vois, de celui qui est le professionnel et qui est capable d'alerter à un moment sur
un risque juridique, sur une évolution réglementaire, sur... Enfin, tu vois, j'en sais rien. Mais en fait, tas d'éléments. Il faut arrêter d'opposer la technologie et l'humain, quoi. L'humain peut complètement venir en complément de la technologie. D'ailleurs, toutes les entreprises de désintermédiation dont je parlais, Georges Pointec, Payfit, ils ont une couche de support et de customer success qu'on appelle extrêmement forte. Il faut voir combien de personnes dans ces boîtes-là recrutent en termes de juristes, de comptables et de gens du bâtiment, qui viennent accompagner les copropriétés. Et qui font le back-office et qui font rentrer... qui mettent à jour en temps réel l'ensemble des outils pour qu'à un moment, on ne court pas justement un risque juridique. En fait, l'enjeu, c'est que la plateforme automatise les tâches du quotidien, que les experts soient là sur les sujets complexes. C'est une meilleure répartition des tâches et c'est ce qui permet de grandir sereinement, quoi. Bon, alors après, tu as tout un sujet, j'imagine, de barrière à l'entrée, c'est-à-dire que... Voilà. Ouais, ça c'est... Je pense que c'est assez propre à l'immobilier. Ça a pas mal évolué dans d'autres secteurs. Par exemple, aujourd'hui, on peut changer n'importe quand de fournisseur d'énergie, de mutuelle salariée, notamment grâce à Alan. Aujourd'hui, sur le syndic, c'est sclérosé, quoi. Il faut le dire comme ça. C'est très compliqué de changer de syndic aujourd'hui. C'est-à-dire que les gars, j'y connais absolument rien. Donc vraiment, je te pose des questions ouvertes. Les gars sont quoi? Pieds et poings liés pendant... Vous avez signé avec un syndic, vous êtes pieds et poings liés pendant 5, 6, 10 ans enfin, Non. Alors, les contrats, ils vont de grosso modo 1 à 3 ans. D'accord. Et après, le fait est que c'est le syndic qui a la main sur la convocation d'assemblée générale. Donc il faut mettre à l'ordre du jour, envoyer un recommandé à son syndic pour que ce soit à l'ordre du jour de la convocation d'assemblée générale. Ensuite, le syndic il décide de l'ordre du jour et de la date de l'assemblée générale. Et ensuite, c'est lui qui tient l'assemblée générale et qui décide de qui intervient à quel moment, etc. Et c'est lui qui décide aussi de... C'est le pendu qui décide de la date de son exécution. Exactement. On me l'avait jamais exprimé de manière aussi limpide, mais c'est exactement ça. Oh là là. Et donc, ça nuit à la qualité de service parce que ça crée des secteurs où il y a des rentes énormes. Et donc, peu importe la qualité de service, on est renouvelé. Et ça, c'est mauvais pour le consommateur. Et il faut une détermination sans faille pour arriver au bout. Mais ça veut dire, toi, tu vends quoi? Tu dis, je vais vous faire économiser, j'imagine, c'est quoi, un pourcentage de charge? Exactement. En moyenne, je vous garantis. En moyenne, sur nos copropriétés, quand elles passent chez Matera, au bout d'un exercice, elles font 30% d'économie de charge sur le budget global de la copropriété. Et ça, c'est induit par deux choses. C'est que d'une part, les honoraires de syndic vont diminuer, bien entendu, mais en plus, grâce à notre modèle, comme ceux qui décident sont aussi ceux qui paient leurs charges, ceux qui habitent dans l'immeuble, et ben, ils ont tendance à mieux choisir les prestataires, mieux négocier les devis, mieux renégocier les contrats de l'immeuble. Et donc ça induit des économies aussi. Et ces économies-là, ce qui est magnifique, c'est qu'elles les réinvestissent souvent dans des travaux qu'elles n'ont pas pu faire depuis longtemps. Travaux souvent en copropriété, ils ne sont pas votés parce que les charges sont déjà élevées, alors que là, on fait des économies et on les réinvestit dans des travaux, souvent dans des travaux à long terme. Pas mal, non? Ah non. Ah non, c'est extra. Bon, bah, trop bien. Non, c'est extra, c'est super intéressant, super intéressant. Non, et puis de toute façon. Mais donc, ça veut dire il y a besoin de l'équivalent. Il y a encore besoin aujourd'hui de l'équivalent d'une loi Hamon, ce que la loi Hamon a apporté au secteur des assurances. Voilà, c'est ça. C'est mon t'as rêve. besoin. C'est ton rêve. Ouais, voilà. Je me couche la nuit et je rêve de la loi Hamon pour le syndic. Et ça, la loi Allure, qui a pourtant mis le boxon absolument partout dans l'immobilier, elle n'a pas touché elle n'a pas impacté autant que ça les syndics. Ils ont été un peu impactés, mais pas autant que... Exactement. Mais il faut dire qu'ils ont un pouvoir d'influence assez important. Ça, tu sais, je sais pas. Ah ouais? Bon, on dit ça de tout le monde, le pouvoir d'influence. Tu vois les professions les unes derrière les autres. Enfin, regarde, tu l'as cité, regarde Alan. Ouais, c'est fort. Regarde le secteur de l'assurance. Ouais. Voilà, c'est sans doute le plus puissant des pouvoirs d'influence. Ouais. Tout simplement parce qu'ils achètent la dette française, tu vois. Donc, vous avez raison, les gars, ils... Bon, et pourtant, tu y arrives, quoi. Ouais. Et c'est peut-être qu'on le fait pas assez bien, mais on va mettre plus d'efforts là-dedans. On va mettre plus d'efforts là-dedans. Mais non, j'adore ça. C'est formidable. Bon, et donc, encore une fois, parce que c'était l'origine qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'à un moment, la communication, et la communication bien faite, le film est vraiment formidable. Bon, voilà, chapeau. C'est gentil. Et il faut dire aussi bravo à l'agence qui nous a accompagnés, qui est l'agence Bell, qui a fait un travail incroyable, avec Solène Madec, qui est et j'imagine que tu as pris jeune agence pour une jeune entreprise, en fait, pour casser les codes, etc. Exactement. En fait, comment ça s'est fait? Swile avait fait une campagne avec eux. On avait adoré la campagne. Swile, c'est Ticket Restaurant. Ticket Restaurant. Alors là encore, un gars qui a tout défoncé. Voilà, tout à fait. Une autre industrie avec des problèmes réglementaires aussi. Du coup, ils ont fait une campagne et on a su que c'était cette agence-là qui les avait accompagnés. Et du coup, on a tellement aimé la campagne qu'on est allé direct avec eux, quoi. Ça s'appelle Bell, l'agence? Bell, ouais. L'agence qui défonce les rentes? Ça on va les inviter. Plaisir, ça, ouais. Tiens, on va les inviter. J'ai adoré Raphaël Di Melio.
merci infiniment, cofondateur de Matera, qui était notre invité sur Bismart. Je vous le disais dans le sommaire, je vais me faire un petit plaisir, là, et j'espère que ça va vous le faire aussi. Il se trouve, tu pourras regarder ça quand tu seras rentré chez toi ce soir, Raphaël. Serge Trigano, donc de chez Trigano, a sorti un bouquin, c'était à la fin de l'année dernière, qui s'appelle Trigano Loves You. Et il était venu nous voir, et c'est une ode aux vacances. C'est une ode à la liberté, c'est une ode... Enfin, c'est extraordinaire. C'est l'histoire du Club Med, mais en fait, l'histoire du Club Med... Alors, nous, boomers, on la connaît. Vous la connaissez pas? Pas du tout. Ben oui, mais c'était une époque de liberté quand même. Ah ouais? Incroyable. Incroyable. Je ne sais pas si on revivra ça un jour. Donc voilà, on va partager ça avec vous. Et puis, on se retrouve lundi sur Bismart. Et c'est donc Serge Trigano qui va nous accompagner là pendant une bonne demi-heure, Serge Trigano, si vous l'acceptez, parce qu'il y a énormément de choses. D'abord, il y a toute l'histoire du Club Méditerranée, d'une marque emblématique. Il y a l'histoire que vous avez reconstruite derrière avec Mama Shelter. Et forcément, on va parler ensemble de ce qui se passe autour de l'hôtellerie aujourd'hui, de la crise de l'hôtellerie, de la façon... Est-ce que vous savez que là, j'ai vu ça ce matin, là, Airbnb entre en bourse. Oui, absolument. Et j'aurais une petite question pour vous à un moment. Je me demande, j'y vais tout de suite à la limite, commençons par la fin. Je me demande si vous n'auriez pas pu inventer Airbnb en fait. Je fais partie, à mon avis, des centaines d'hôteliers qui rêvent d'avoir inventé Airbnb. C'est une idée de génie, honnêtement. C'est un truc remarquable. Je ne sais pas si nous, on aurait pu le faire. On était quand même dans nos codes un peu classiques. Il fallait être en rupture complète, comme ont été les gars qui ont fondé cette aventure. J'ai beaucoup de respect. Je les considère comme étant nos vrais concurrents. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ils font pas le même métier que nous, ils apportent pas d'expérience comme nous, quoi qu'ils disent, mais c'est des vrais concurrents et c'est une formidable aventure. Ça va être valorisé 42 milliards de dollars. Plus que pratiquement toutes les grandes chaînes hôtelières mondiales. 42 milliards de dollars. Mais au moment où, alors allons-y, au moment où vous vous réinventez, parce que, alors démarrons par le commencement. Alors le commencement, je fais tout. Hein. Le commencement, c'est que vous écrivez un bouquin qui s'appelle Trigano Loves You. Voilà. Il fallait qu'il y ait amour forcément quelque part. Absolument. C'est ce qui lie toutes nos aventures. Et c'est quand même... Alors, moi, je le mets au cœur des années 70. En fait, c'est presque plus au cœur des années 60, la grande saga Club Med. Mais enfin, quand même, c'est cette période, on va dire, charnière, 65-70. Pour le coup, c'est une période où l'amour veut dire quelque chose, non ? Quand on essaye de lancer des business ou des choses comme ça. Oui, c'est une période de libération des mœurs. C'est une période où la guerre s'est terminée quelques années auparavant. Dans les années 60, elle a à peine 10 ans, 15 ans qu'elle s'est terminée. Donc c'est des gens qui ont été complètement frustrés, qui ont manqué de tout, d'amour, de nourriture, de sport, de vie. Voilà. Et donc l'idée de génie de Gilbert et de Gérard Blitz et Gilbert Trigano, c'est on va leur redonner de l'amour, on va leur redonner de la vie, on va redonner ça. Et ça a été un des creusets de la création du Club Méditerranée. Vivre enfin, mais alors ce qui s'appelle vivre face au soleil, à la mer, au vent, et rire, et chanter, et pêcher, et nager. Ça, c'est le très bel éditorial de Marcel Ansen, qui était un grand journaliste sportif qui a accompagné le club au début et qui a écrit ce texte que je trouve magnifique. Mais c'est de la littérature. Ah oui, mais il est sublime. C'est un poème. Hein. Ah oui. Vivre enfin, mais alors ce qui s'appelle vivre face au soleil, à la mer, au vent, et rire, et chanter, et pêcher, et nager. Et vous voyez, Serge, je voyais cette phrase, et elle m'émeut encore, cette phrase-là, parce que je me dis, mais où est-ce que maintenant je peux faire ça ? À mon avis, il y a peu d'endroits, et là, tout est dit. Enfin, dans ces quelques lignes, tout est dit. Tout est dit sur le concept, tout est dit sur le lieu de fête que représentaient les villages du club à l'époque et l'envie de nager, de fêter, de chanter, de manger. Et d'ailleurs, ça permet après d'avoir fait la campagne des verbes, boire, aimer, manger, qui faisait le succès du club méditerranéen. C'est quoi, je suis passé au travers de ça. C'est quoi la campagne des verbes ? J'ai pas vu la campagne des verbes. Vous vous rappelez peut-être dans les années 70-80, on prenait tous les abribus de Co en hiver. Et il y avait des photos sublimes de Ben Simon et de toutes ces équipes extraordinaires. Et les verbes, c'était la campagne de verbes. Il y avait manger, aimer, dormir. Enfin, c'était d'une simplicité biblique et c'était extraordinaire. Et alors, c'est quoi pardon, hein, je pars sur ce terrain-là, mais voilà. C'est parce qu'aujourd'hui, on est trop gâtés, finalement. Et on ne se contenterait plus de vivre enfin, face au soleil.
ou c'est parce qu'il y a de moins en moins d'endroits, ou alors il faut aller les chercher tellement loin qu'on n'arrive plus à vivre enfin face au soleil. Ouais, ce qui veut dire qu'à mon avis, il y a la possibilité de réinventer ce concept et de le réimaginer dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, avec à la fois le besoin qu'on a d'être connecté et en même temps l'envie qu'on a de se déconnecter. Et là, il y a sûrement de nouvelles réflexions sur lesquelles on va travailler. Il ne faut pas être connecté. Non, il ne faut peut-être pas se découvrir. On est d'accord. Un endroit comme ça, il n'y a pas face au soleil et au smartphone. Non, je suis d'accord avec vous. Ça marche plus, ça marche plus. Hein. Le club a inventé un lieu où la liberté, la lumière, la fraternité, la nonchalance et le rire priment sur le confort matériel. Oui. Et ça, c'est... Alors, mais forcément, c'était au sortir de la guerre qu'on pouvait faire un truc comme ça ? Parce que justement, c'est ce qui avait le plus manqué, peut-être. À chaque fois, vous mettez en avant la lumière. Hein. Et c'est vrai que les premiers villages qu'on voit, c'est Corfou, village de tentes, etc. C'est la lumière, c'est retrouver de la lumière. C'est la vraie lumière de la Méditerranée. C'est le vrai ciel de la Méditerranée, la vraie mer bleue méditerranéenne. C'est ça l'image du club. C'est des villages de paillotes, hein, des villages de cases. La première génération des villages du club, avec des sanitaires publics. On allait moi, je me lavais les dents. À côté, vous vous rasiez. Quelqu'un se lavait les pieds. Voilà. Et en même temps, c'était un lieu de fête inimaginable. Enfin, pratiquement, les gens dormaient pas. Ils faisaient la fête où ils faisaient l'amour toute la nuit, ils faisaient du sport. Et ça a été... C'était en même temps des lieux très écologiques, très proches de la nature. Il n'y avait pas de béton. Hein. L'idée des cases polynésiennes, c'est l'épouse de Gérard Bliss, qui était une Tahitienne, qui l'a importée. C'est comme ça qu'on est passé des tentes Trigano aux cases polynésiennes. Donc c'est elle qui a eu cette idée et qui a été une idée magique, parce qu'il y avait dans les cases quelque chose d'extraordinaire. Pas besoin d'air conditionné, quoi. Tout... il y avait l'air qui passait et qui faisait que vous étiez très très bien. Pourquoi est-ce qu'à un moment ça s'embourgeoise ? Il est quand le virage ? Le virage, il est dans les années 70. Le club commence à grandir. Nos clients célibataires se sont mariés, ont eu des enfants. On a eu l'idée de les accompagner. Mais ce qu'on avait essayé de faire, enfin en tout cas c'était ma stratégie, c'était à la fois de garder les villages de cases de la première génération, qui était à la fois la possibilité pour des gens d'accéder au club à des prix assez faciles d'accès. Et en même temps, on a évolué avec des choses plus modernes, avec les bateaux comme le Club Med One et le Club Med 2. Voilà. Ouais. Et donc on a essayé d'évoluer. Je pense que si on était resté uniquement au phénomène de village de cases, on aurait disparu complètement. L'idée de Jenny, ça a été d'accompagner le vieillissement de notre clientèle, d'aller les aider, encore une fois, quand ils se sont mariés, qu'ils ont eu des enfants, ils sont embourgeoisés. Oui, mais le risque à ce moment-là, c'est de faire l'histoire d'une génération finalement. C'est-à-dire, si vous accompagnez vos clients, à un moment, oui, vous finissez à faire des magnifiques EHPAD, mais... on commence à y réfléchir. Et je pense qu'il y a tout à faire dans ce monde-là. Mais bon, ça, c'est un autre tome du livre. Mais non, mais je crois que c'est plutôt bien. Encore une fois, on serait resté au village de cases, on serait mort il y a bien longtemps. Le fait d'avoir évolué et d'avoir gardé ces villages de cases, en tout cas, c'est ce qu'on avait fait avec Gilbert pendant de longues années, je crois que c'était un gage du succès. Et dans ces villages de cases, villages naturels, il y avait à la fois des gens qui allaient parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer des villages plus chers, mais en même temps des gens qui avaient beaucoup de moyens et qui trouvaient que l'été, les 2-3 semaines d'été, ça devait être un retour à la nature. Et vous aviez dans les parkings de ces villages-là des BMW, des Mercedes, de gens dont on pouvait imaginer qu'ils pouvaient se payer de très bons hôtels. On va aller sur ce avec quoi vous démarrez d'ailleurs le bouquin, une trahison qui aura été la chance de ma vie. Mais quand vous regardez, je ne sais pas, est-ce que vous commentez aujourd'hui la stratégie du Club Med ? Non, c'est fini. Février 97. L'histoire s'arrête à ce moment-là. L'histoire s'arrête à ce moment-là. Non, mais c'est formidable. Alors là, je veux qu'on passe un petit moment parce que ce que vous racontez là, au tout début du bouquin, c'est peut-être ce qui va arriver, ce qui est en train d'arriver à beaucoup de cadres. Qui vont se retrouver dans une situation où à un moment on va leur dire dehors, où eux-mêmes vont se dire je peux plus rester, etc. Et donc la trahison aura été la chance de ma vie, c'est ce que vous dites, mais vous commencez avec beaucoup d'honnêteté à dire au début vous espérez que le club, donc qui vous vire en 97, en fait ne va pas résister à votre départ. Oui, je fais partie des bêtises qu'on peut imaginer, quoi. On se dit que le club ne peut pas vivre sans nous. Ouais. Voilà, j'ai vécu quelques semaines comme ça, en me disant c'est pas possible. Ils vont me rappeler, ils vont me téléphoner. Il y a quelqu'un qui va venir me chercher en disant voilà, mon père avait travaillé au club pendant, il avait fait le club, fait le club. Moi, j'y avais passé 30 ans de ma vie, et donc j'avais eu des messages d'amour de tous les géos, de toutes les équipes assez extraordinaires, des chefs de village au moment de ma destitution et
proposé de mettre tout le club en grève, ce que j'ai bien sûr refusé, voilà. Et donc je me suis dit, bon bah voilà, ils vont me rappeler, c'est bien, c'est comme ça. Et puis mes potes américains m'ont dit, mon pote, arrête de rêver. La page est tournée, le club s'est terminé et pense à autre chose. Et c'est une leçon de vie que vous en tirez? Ah oui, c'est une belle leçon d'humilité, c'est une leçon de vie. Quand vous êtes président d'une boîte aussi emblématique que le Club Méditerranée, vous arrivez dans tous les pays, vous êtes traité quasiment comme un chef d'État. Vous ne savez pas ce que c'est que la police, l'immigration, la douane. Enfin, on vient vous chercher à la passerelle de l'avion, vous rencontrez le chef d'État, le ministre, et ainsi de suite. Donc vous êtes sur une petite bulle, sur une petite planète, quoi. Voilà. C'est un métier passionnant, avec des moments difficiles, mais extraordinaires. C'est un métier qui touche à tout, à la communication, à l'architecture, à la restauration, au sport. Enfin voilà, c'est un métier de la vie, au sens propre du terme. Absolument. Et donc le jour où on vous dit que ça s'arrête, c'est un peu violent. Ouais. Voilà, moi j'avais 50 ans à ce moment-là, j'avais passé les 20 ans de ma jeunesse, soit en vacances au club, soit comme géo, soit à écouter ce que mon père me racontait de ses visites. J'y avais travaillé pendant 30 ans avec une passion extraordinaire, voilà. Puis d'un seul coup, assez rapidement, assez brutalement, ça s'arrête. Et donc c'est vrai que j'ai eu un peu de mal au début. Aujourd'hui, je peux raconter ça. On va raconter ça et on va raconter, parce que vous le racontez sans phare d'ailleurs, hein, avec beaucoup de transparence, la mutation qui a été la vôtre. Mais il y avait cette phrase d'un ministre qui disait, qui est un peu c'est-à-dire s'asseoir à l'arrière d'une voiture et se rendre compte qu'elle ne démarre plus. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà, hein, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que, alors c'est la question que je me posais, parce qu'on le voit sur certaines photos, les chefs d'État sont là pour les inaugurations. Quand le Club Med, effectivement, dans les années 80, et alors pour le coup, sans doute au fait de sa puissance, ça devient un équipement pour un État important, et notamment sans doute un indice de développement et une éducation de développement, non? Dans les années 80, les bureaux sont place de la Bourse. C'est un défilé permanent de ministres du tourisme, d'investisseurs, qui chacun veut son Club Med dans tous les pays du monde, quoi. Et Gilbert dit, oui, toi, vous, faudra attendre 1 an ou 2 ans, j'ai pas le temps d'y aller. Voilà, et c'est vrai que c'est un pays accède au monde moderne le jour où il a son Club Méditerranée, quoi. Donc, c'est ça. Et quand on en a un, on en veut plusieurs. Le Maroc, on en avait une dizaine quand on est parti. Les Tunisiens en voulaient 4 ou 5. Les Grecs, un grand nombre. Le Mexique a été un des grands axes de développement. Gilbert avait partagé le monde en 3 axes, autour de 3 lacs, la Méditerranée, la mer des Caraïbes et la mer de Chine, avec l'idée qu'au-dessus de ces pays, de ces mers, il y avait des pays avec fort pouvoir d'achat, les États-Unis au-dessus de la mer des Caraïbes, la France ou l'Allemagne au-dessus de la Méditerranée et le Japon au-dessus de la mer des Caraïbes. Et la mer de Chine. Mer de Chine, pardon. Et au sud de ces pays, de cette mer, il y avait des pays très accueillants, que ce soit la Thaïlande en mer de Chine, que ce soit le Mexique ou la Martinique ou la Guadeloupe, ou que ce soit le Maroc ou la Tunisie, des pays accueillants avec des gens gentils et des coûts assez bas. Et donc le business model était implacable. Je prenais des recettes dans les pays à riche monnaie, j'exploitais dans des pays à monnaie basse, et c'est comme ça que le truc a explosé et est devenu une machine d'Afrique extraordinaire. Alors, il n'y avait pas seulement ça. Parce que, visiblement, il y a aussi des recettes de management. Vous racontez que, je ne sais plus quel patron de Disney va voir votre père au moment où il commence à ouvrir ses grands parcs loisirs. Et il dit, je comprends pas pourquoi les gars chez toi, ils ont tous le sourire, et chez moi, ils font la gueule. Et en plus, il dit, il n'y a pas de... Voilà. C'est Michael Eisner, qui est le patron de Disney, voilà, avec qui on dîne un soir à quelques jours de l'ouverture du parc d'Euro Disney, qui est devenu après Disneyland Paris. Et on est ensemble en train de dîner un soir. Et il se tourne vers son collaborateur, son numéro 2, il dit, mais enfin, c'est pas possible, c'est mec du club, quoi. Non seulement ça marche formidablement bien, et en plus, ils n'ont pas de tipping policy, quoi. Ils donnent pas de pourboire, et les mecs sont plutôt plus aimables et souriants que chez nous, quoi. Il était hystérique. Alors, c'était quoi la recette de management? Parce que vous avez été chef de village vous-même, c'est-à-dire le fils du fondateur, il démarre à la base. Il démarre géo, j'ai été géo dans des villages. Gentil organisateur. Alors, pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissaient pas ce truc-là, allez voir Les Bronzés quand même. Et c'est un film formidable, Les Bronzés, on est d'accord? Moi, je l'ai écrit, c'est un film génial. Il n'y a que mon père qui n'a pas beaucoup ri, mais moi, tout le monde riait. Ah, c'est vrai, votre père, il n'a pas aimé? Non, les 22 000 géos du club étaient éclatés de rire. Il y en avait un qui n'a pas rigolé, c'est Gilbert. Bon, mais voilà. Même les génies ont quelques lacunes. Il manquait d'humour. Donc, gentil organisateur qui donc entourait les gentils membres, et il y avait le chef de village. Et vous êtes au départ gentil organisateur. Je suis gentil organisateur, et puis donc après chef de village. Je crois que le secret, c'est que Gilbert était à la fois un formidable homme d'affaires, brillantissime, et en même temps un homme de communication exceptionnel, capable tous les ans de faire une petite piqûre de rappel à toutes les équipes au cours d'un grand séminaire. Vous parliez des conventions, où il y avait les 1000 géos
bureaux qui faisaient tourner la baraque, à la fois ceux des villages et ceux des sièges. Et il leur donnait sa vision du monde. Et il leur disait, voilà comment le monde va évoluer, voilà ce qui va devenir, et voilà nous comment on va être, et voilà ce que j'attends de vous. Et on repartait avec la piqûre pour 12 mois. Quoi. Voilà, il y avait une relation affective. Mais il y a ce qu'on appelle maintenant des incentives. Il y a, je crois, vous en parlez, il n'y a pas d'association au capital, il n'y a pas de choses comme ça quand même dans le... Non, il y a une participation. Il y a un système très subtil. Quand Gilbert a fait rentrer Edmond de Rothschild, Edmond est rentré et a accordé à Gilbert 4% des résultats du club. À l'époque où il y avait quasiment pas de résultats. Et puis les résultats ont commencé à grandir et Gilbert a très intelligemment décidé de garder 1 point pour lui et distribuer les 3 autres pourcents sur l'ensemble du personnel. Et donc tous les ans, on avait en février, on recevait le chèque de participation qui voulait qu'on pouvait arriver jusqu'à 20-22 mois par an. Donc il y avait parfois 5 à 6 mois de primes. Il y avait donc à la fois un amour formidable dans cette boîte, en même temps des salaires de base qui étaient assez bas, mais un incentive qui était assez fort. Et donc toutes les motivations pour qu'à la fois on ait envie d'apporter du bonheur, de la gentillesse à nos GM, et en même temps pour qu'on soit motivé sur la partie économique. Et c'était aussi, vous le racontez, vous avez été chef de village, c'était aussi assez novateur dans l'idée, aujourd'hui on parle de business unit, mais en fait, quand vous étiez chef de village, fondamentalement, vous étiez à la tête d'une grosse PME, et vous étiez à l'autre bout du monde, et il fallait trouver les solutions. Il fallait se débrouiller. Il fallait se débrouiller. Ouais. Et les gens se débrouillaient. C'est ça, il n'y avait pas tout ce process qu'il peut y avoir dans beaucoup de chaînes hôtelières aujourd'hui. On en reparlera, c'est pourquoi d'ailleurs vous faites Mama Shelter à un moment. Non, allez-y les gars, faites confiance. Là aussi, l'idée de génie, c'était que pratiquement la grande partie économique, il n'y avait pas d'argent qui circulait dans les villages, puisque les seules dépenses qui pouvaient être faites étaient les dépenses au bar qui étaient remplacées par des colliers-bars. Ouais. Donc il n'y avait pas besoin de contrôle. Et donc le truc était assez simple. Les salaires étaient décidés du siège, les recettes étaient réalisées par le siège. Donc quand les gens venaient dans le village, le vrai métier de chef de village et des GO, c'était d'apporter du bonheur aux gens. Voilà. À partir d'un principe, alors un chef de village était porté sur la musique, il invitait ses copains musiciens. Un autre était un chef de village sportif, il invitait des gars. Enfin, chacun avait ça. Un autre était un peu alcoolo sur les bars et tous les soirs il saoulait la gueule au bar. Voilà. Et tout ça créait des phénomènes assez extraordinaires. Voilà. Bon, donc 97, traversée du désert, vous écrivez sentiment d'un ratage complet, pas un regard au passé. La seule question à se poser est qu'allons-nous faire maintenant ? Et alors, ça met un peu de temps. Juste un mot d'ailleurs, j'ai découvert l'autre Trigano en fait. Est-ce que vous savez qu'il y a une hype autour... Alors, donc je ne savais pas en fait que c'était le frère de votre père, donc c'est votre oncle, qui est la marque Trigano qui existe aujourd'hui en fait toujours. Il y a une petite hype depuis le déconfinement, vous savez ça, et ça vaut aujourd'hui pratiquement 2,5 milliards. Ça a pris 35% de bien parce que, voilà, post-Covid, finalement on retrouve et le camping-car, etc. Et tout. C'est pas mon oncle, ça a été repris par un autre, un monsieur qui s'appelle Feuillet, et c'est lui qui a développé cette marque. Mais quand vous allez voir, parce que vous allez voir votre oncle, vous avez une idée de tente radicalement moderne. C'est la marque Trigano telle qu'elle existe aujourd'hui. C'était autre chose. Lui, André avait développé une marque qui s'appelle Campéole, qui était des villages de vacances, avec des tentes. Et donc l'idée, ça avait été de réimaginer le camping avec lui, avec Philippe Stark, et de réimaginer quelque chose. D'accord. Et c'est encore pas alors le Trigano qui aujourd'hui la marque Trigano marche très très fort. Ben oui, mais voilà, vous portez de l'immatériel. Absolument. Voilà, vous êtes désémantisé, comme on dit aujourd'hui. Il y a forcément une image d'évasion qui tourne autour de Trigano. Et en fait, ce qui est assez génial, et il faut qu'on parle de ça maintenant, c'est donc, j'ai cherché, je ne crois pas qu'il y ait, alors si l'un de vous qui regarde ça me donne l'exemple, je veux bien, on a alors ce qu'on dit sur le capitalisme familial, la première crée, la deuxième consolide, la troisième dilapide. Ouais, comme vous dites. Alors des fois, ça va plus vite. Dès la deuxième, peut dilapider. Parfois, on voit des fils ou petits-fils réinventer la marque familiale. Mais alors, sortir et faire autre chose, je pense que Gilbert, c'est unique. Je ne sais pas. C'est possible. Je crois que c'est unique. Et alors, vous le racontez, il se trouve que ça me permet de rendre hommage à un entrepreneur incroyable, dont le nom, je le découvre d'ailleurs, est aujourd'hui un peu oublié, qui m'a appris énormément de choses, qui s'appelle Jacques Borel.
Jacques Borel, c'est aussi les années 70. C'est la restauration au-dessus des autoroutes. Et vous le voyez dans un voyage au Mexique, c'est ça, il essaye de placer des tickets restaurants. Il venait d'être dégagé de sa boîte, il avait été sorti de sa boîte. Lui aussi. Et je le vois tout seul avec sa petite valise, il était en train d'essayer de vendre, je crois, les chèques, des chèques de restauration, enfin la formule des chèques telle qu'il a développé en Europe. Et moi, c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué. On était avec Gilbert, on était une douzaine de personnes, des cadres du club, ainsi de suite, d'espèces de tribus qui se déplacent. Et de voir un homme tout seul comme ça, qui avait été un grand patron, ça m'avait filé un petit choc. Je m'étais dit, à la fois, qu'est-ce qui peut m'arriver demain comme ça, puis en même temps, je m'étais dit, ça m'arrivera jamais. Le club, j'y suis pour... je vais mourir sur scène et je vais mourir au club. Voilà. Mais ça m'a aussi effectivement donné l'idée que dans les hôtels qu'on allait créer, il fallait qu'on s'occupe des gens qui sont seuls et qu'il n'y ait pas ce sentiment de l'ensemble de ces voyageurs professionnels. Moi, je l'ai été. Et dans ma vie de journaliste reporter, il y a de nombreuses années, j'ai exactement ce que vous avez décrit avec Jacques Borel, je l'ai vécu. Il y a des endroits, effectivement, où vous êtes seul au monde. On l'a tous vécu. Moi, quand j'ai quitté le club et j'ai fait le tour pour essayer de trouver des investisseurs, avec ma petite valise, et vous attendez, que ce soit à Casa, à Paris ou ailleurs, le rendez-vous qui met du temps à arriver, vous êtes tout seul, vous, dans un restaurant qui est un lieu un peu triste quand vous êtes seul, sinon vous êtes dans votre chambre avec un plateau repas insipide et un regard à la télé il n'y avait pas Bismarck à l'époque, il n'y avait rien à regarder. Rien à regarder. Voilà. Et donc, je me suis dit, là, il y a un angle d'attaque, et ça a été un des angles d'attaque de Mama Shelter, que les gens qui voyagent seuls se sentent considérés et pas mis un peu à l'écart et que ce ne soit pas trop triste. Et donc ça veut dire, mais juste à un moment quand même, parce que vous vous êtes fait rouler par le roi du Maroc, c'est ça On s'est fait un peu avoir par les Marocains. Vous faites toute l'étude pour un super village vacances, vous êtes sorti du Club Med, vous vous dites, mais ça c'est intéressant, parce qu'au départ, votre premier réflexe, c'est quand même de refaire la même chose. Le départ, c'est de se dire, ils nous ont dit qu'on était des nuls, on va quand même leur prouver qu'on n'est pas aussi nuls que ça. Et donc on va refaire un village de vacances encore mieux, et on va le faire dessiner par Philippe Starck et autres. Et donc, dans les pays avec lesquels on avait gardé très bonnes relations, il y avait la Tunisie, le Maroc. Bon, il s'avère qu'on se retrouve au Maroc, on trouve un très beau site, voilà, et qu'au moment où on va commencer les travaux, après de longues attentes de permis, de trucs, de machin, le gouverneur de la province de Marrakech nous explique que le terrain, faut l'oublier et qu'il faut en trouver un autre. Voilà. Parce que le roi, il a trouvé que vous aviez finalement une bonne idée, voilà. Et peut-être qu'il a vu les études aussi. En plus, pour être honnête, on ne sait jamais si c'est vrai, si c'est le roi ou si c'est quelqu'un de l'entourage. Mais je n'ai pas cherché à savoir, l'histoire était terminée. Leçon, faut pas essayer de recommencer la même chose. Oui, et puis il faut être prêt à rebondir, quoi. Voilà, bon, on s'est dit, allez, on laisse tomber cette histoire-là, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir au concept d'une hôtellerie de ville différente. Un de mes patrons emblématiques m'avait dit, ne creuse jamais dans un trou que tu as rebouché. Cette phrase, voilà. Et donc, vous faites le miroir, c'est-à-dire que Club Med, donc, on peut la reciter, vivre enfin, mais alors ce qui s'appelle vivre face au soleil, à la mer, au vent, et bien là on se retrouve en ville, dans les endroits en plus pas les plus marrants des villes, parce que il n'y a pas beaucoup de sous, donc il faut faire attention au foncier, dans des petites chambres. Oui, si vous voulez, ce qu'on s'est dit, on est au début des années 2000. Moi, j'ai donc quitté le club en 97. On a perdu un peu de temps sur le Maroc. On est au début des années 2000. L'analyse qu'on fait du métier, c'est qu'il est en train de changer. Ce qui avait fait la richesse du club Méditerranée dans les grandes années, c'était une époque où la famille était solide, la mer Méditerranée était une mer de paix, le soleil apportait que du bonheur, et les gens prenaient 3-4 semaines de vacances et ils se décidaient pratiquement en janvier-février. Bon. En l'an 2000, c'est fini. La famille est éclosée en vol. Un mariage sur deux se termine par un divorce, donc ça crée une nouvelle donne. On part plus 3 semaines en vacances, sinon quand on revient, on a perdu son job. La mer Méditerranée, malheureusement, est devenue une mer un peu plus difficile et un peu plus compliquée. Et le soleil, on nous dit que ça donne le cancer. Voilà. Donc on s'est dit, réfléchissons et essayons de trouver un autre territoire. Et c'est là qu'on a pensé à la ville. Et moi, mon discours est de dire, le XXe siècle, c'était le tourisme des plages, et le 21e siècle sera le tourisme des villes. Parce que les maires des villes ont fait un travail formidable, les Juppé, les Aubry, les Moudin, le maire de Rome, enfin de toutes ces villes, que les villes, on y accède facilement en temps normal, en dehors du drame qu'on vit actuellement. Il y a les low cost, il y a les TGV qui mettent toutes ces villes à 2 heures de Paris. On va à Bordeaux et on peut aller voir une exposition, voir un match de foot, écouter un concert, visiter un musée. Les villes se sont réinventées et on s'est dit, essayons de regarder. Et à l'époque, sur les villes, il y avait une hôtellerie classique
traditionnelle, ou une hôtellerie Très familiale. normée, justement. Très normée, un peu cher. Et Une franchement triste, quoi. Voilà. Enfin, je les connais dire aussi. du mal, parce que Accor est notre actionnaire, donc je peux pas. Mais voilà. Il fait tout pour changer ça. Il a complètement changé. Ouais. Et donc on s'est dit, il y a peut-être un truc à inventer. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à réfléchir au concept du Mama Shelter. Et là, ensuite, comment on fait? Parce que moi, ça m'intéresse. Par exemple, vous racontez qu'il y a un débat sur... Alors, attendez, non, avant ça. Parce que vous rendez hommage à vos fils. Mais, enfin, on ne sait pas trop, quand on lit le truc, quel rôle ils ont vraiment joué dans l'histoire. Donc... En fait, c'est eux les vrais inventeurs du concept Mama Shelter ou c'est vous finalement? On est une tribu à avoir inventé le Mama Shelter. Il y a à la fois la famille Trigano, il y a un personnage qui a été extraordinaire, c'est Philippe Stark. Philippe Stark, moi je l'avais rencontré à l'époque où j'étais encore au club. J'avais essayé de l'attirer au club. On était en train de signer un contrat pour que Stark devienne le directeur artistique du club. Bon. Et puis l'histoire se termine. Bon. Et donc les nouveaux dirigeants du club essayent d'attirer Stark. Et Stark dit, moi je suis tombé amoureux des Trigano, je reste avec les Trigano. Et il a eu la gentillesse pendant toutes ces années un peu longues, on l'a trimballé au Maroc, en Tunisie, au Mexique, enfin il a été extraordinaire, chaque fois de redessiner un projet encore plus beau que les autres. Voilà. Et donc c'est avec lui qu'on a commencé l'aventure du Mama Shelter, c'est lui qui a apporté la créativité, c'est lui qui a dessiné le premier Mama de la rue de Bagnolet et qui en a fait un lieu emblématique avec les graffitis sur les murs. Alors, les graffitis sur le mur, mais des chambres petites parce qu'il n'est pas question qu'on y reste? Oui, parce que c'est le concept du club du début, quoi. C'était un peu comme les cases. Il faut juste se laver et faire l'amour. Faire l'amour, absolument, ouais. Et on a c'est fini les années 70. On a un grand débat pour savoir si on doit mettre des télés. On finit par mettre les iMac d'Apple, voilà, qui est une révolution. Mais vous mettez des iMac maintenant, on se dit, mais bien sûr. Mais attendez, à l'époque, les amis, il n'y a pas Netflix. Mettre des iMac, c'est un sacré choix plutôt que de mettre la télé. Oui, on a pris comme ça un certain nombre de choix. On fait appel à un grand cuisinier qui est Alain Sanderins, qui est un des grands chefs étoilés français qui accepte de redessiner une nouvelle cuisine. Voilà. Et donc avec toute une équipe, encore une fois, autour de Philippe, de mes fils qui ont apporté la modernité, et c'est ensemble qu'on a inventé, plus on avait un partenaire au début qui s'appelle Cyril Aouizerat, et c'est toute cette bande qui a inventé le Mama Shelter. Il y a quelque chose de génétique. Moi, ça fait 15 ans que j'écoute les entrepreneurs, que vous me faites rêver. Et je me dis deux choses. Je me dis, c'est quelque chose qui est quand même du domaine de l'artistique. Vous avez des intuitions, vous les entrepreneurs. Vous lancez des trucs. C'est du domaine de l'artistique. Mais quand même, votre père, vous, vos fils, il y a un gène de l'entrepreneuriat quelque part, Serge Trigano. Oui, il y a l'envie de faire des choses, l'envie de prendre des risques, le rejet des consultants classiques qui ne nous intéressent pas, mais... Jamais ils inventent Mama Shelter, jamais les ils gars inventent Mama Shelter. Le seul consultant qui a été interrogé par le banquier qui nous a fait confiance est un des grands consultants de la restauration dont je tairai le nom, et qui nous a dit, au mieux du mieux, vous ferez 40 couverts le samedi soir et le reste du temps, soyez fermés. En temps normal, on fait 7 à 800 couverts par jour, tous les jours de la semaine. Donc moi, depuis ce jour-là, les consultants, c'est pas mon truc. Et puis surtout, vous avez une expansion mondiale. On est présent un peu partout. On a aujourd'hui 13 mamas. Il y en a 7 qui vont ouvrir l'année prochaine et une vingtaine d'autres en négociation. Et donc c'est ça, parce que j'ai écrit Entreprendre la saga du bonheur. Oui, c'est un peu ça l'histoire. C'est ça. D'ailleurs, on avait hésité entre Marchand de Bonheur et Trigano Loves You. Donc, c'est mieux Trigano Loves You. C'est mieux Trigano Loves You. C'est mieux Trigano Loves You. Mais à ce moment-là, quand même, il y a Accor qui vous donne le déclic. Vous leur rendez hommage. Et notamment, ce que je trouve très bien, c'est que vous rendez hommage, non pas au patron d'Accor, mais aux échelons intermédiaires qui ont pris votre projet à bras-le-corps et qui vous ont amené en fait le know-how pour le développement. D'abord, il y a le patron d'Accor, parce que celui d'avant, il ne croyait pas. Donc on les avait vus comme tous les patrons des grandes chaînes hôtelières, les Marriott, Hilton et autres, qui nous avaient dit que ça ne marcherait pas. Donc Sébastien Bazin a cru dans le truc dès le départ et a eu envie de rajouter ça au portefeuille de marque de Mama Shelter. Il a été formidable parce qu'il a fait en sorte qu'on ne soit pas noyé dans la technostructure d'Accor. Et donc, c'est mon fils Jérémy qui gère l'affaire et il la gère de façon totalement autonome. Bien sûr, on les tient parfaitement au courant de ce qu'on fait. Voilà. Et il y a eu effectivement des tas d'hommes et de femmes après qui nous ont accompagnés dans le développement et dans la recherche du Mama. Serge Trigano, un mot autour de Sébastien Bazin, parce que évidemment formidable. C'est formidable parce qu'en fait, il a été investisseur. Et il sait qu'il faut acheter 20 tickets pour en avoir un gagnant. Voilà. Et c'est ça qui aide aussi à croire à des projets comme ça. Bon,
Il nous reste quelques minutes. Mama Shelter, c'est quand même, comme vous le dites, en partie le voyageur professionnel. Il va moins voyager, le voyageur professionnel. Ou Alors, pas. écoutez, C'est-à-dire le post-Covid, comment est-ce que vous le voyez? il va sûrement voyager un peu moins, mais il va continuer à voyager. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours sur les résultats du télétravail. Bon, et l'étude américaine, je crois, dit que le télétravail, c'est formidable pour la productivité des entreprises, c'est catastrophique pour la créativité. Il n'y a plus de créativité et c'est pas avec Zoom. Ce matin, il y avait un gars qui passait sur votre chaîne sur les applications. C'est pas Zoom qui fera revivre et inventer des choses nouvelles. Bon, On n'invente pas Mama Shelter. on n'invente Zoom. pas Mama Shelter sur Zoom. Voilà. On a besoin de se retrouver autour d'une table. Voilà. Donc moi, mon sentiment, c'est que les entreprises, dès que le vaccin va commencer à apparaître et dès que la pression sur les hospitalisations vont baisser, vont avoir à nouveau besoin de se retrouver, de faire des réunions. Alors, on va les faire différemment. Ça ne sera pas peut-être les grandes fêtes telles qu'on les a connues ou les grandes conventions telles qu'on les a connues. Mais il y a un formidable besoin de se reparler, de la pause café, de tout ce qui Donc fait ça va être une l'entreprise. parenthèse. Ça va être une parenthèse. Ça va se refermer. Ça va se refermer. Après, quelle est l'échéance? Mon fils dit 2024, moi je dis 2021, 2022. Bon, mais on va retrouver des envies de voyager et des consommateurs classiques. Il n'y a qu'à voir, là, déjà pour Noël, comment les compagnies aériennes font face à un afflux de demandes, et pareil pour la SNCF. Donc, dès qu'on lâche un peu le truc, on a envie de repartir, on n'en peut plus de rester chez soi, de se faire la bouffe à la maison. Voilà, on a envie de repartir, de revoir des gens, de visiter et tout. Donc, moi, je reste profondément optimiste sur la suite de nos métiers. Jean-Paul Agon, il est venu, là, le patron de L'Oréal, et ils ont évidemment un petit sujet sur le rouge à lèvres, L'Oréal, puisqu'on est tous masqués. Et il dit, mais en fait, on va sortir de ça dans un feu d'artifice de rouge à lèvres. Il a raison. Je savais On dit que ça la vous même plaît. chose. Voilà. Et on ira faire l'amour comme des dingues dans les chambres d'hôtel de Mama Shelter. Voilà, c'est votre conviction forte. Hein. Voilà. Bon, je ne sais pas, un hôtelier qui vous regarde aujourd'hui. Faut tenir, Il faut tenir. faut tenir. On va encore souffrir quelques mois. On ne sait même pas si on a le droit de réouvrir. Enfin, on peut ouvrir les hôtels, mais on n'a pas le droit d'ouvrir les restaurants. Enfin, donc c'est un peu compliqué. Et puis on sent qu'il y a une valse hésitation, quoi. On ouvre, on ferme. Londres, on était ouvert, refermé, réouvert. Je crois qu'aujourd'hui on va refermer à nouveau. Les États-Unis, je comprends. Ouais. Non, mais c'est tout à fait compréhensible. Et c'est très facile de critiquer. D'abord, je trouve que l'État français a été formidable, globalement. Les banques ont été formidables. Il faut qu'on arrête faut qu'on compare un peu avec ce qui se passe à l'extérieur et dans d'autres pays. Enfin, moi, je trouve que ce qui a été fait, il y en a qui vont sûrement souffrir, il y en a peut-être qui vont disparaître, mais c'est rien par rapport à ce que ça aurait été si l'État n'avait pas pris les mesures qu'il a faites. Donc, merci. Voilà, espérons qu'on va en sortir et qu'en janvier, on pourra à nouveau refaire la fête. Et on va retrouver le soleil. Absolument. Voilà, on va retrouver le soleil. Vivre enfin, mais alors ce qui s'appelle vivre face au soleil, à la mer, au vent, et rire, et chanter, et pêcher. Ça vous a marqué, ça? Ah, je vous assure que ça m'a marqué. Ah ouais. Mais vous aussi, ça vous a marqué. Oui, c'est pour ça que je l'ai mis sur le livre. Ah mais non, mais je suis sûr que ça va marquer l'ensemble de ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. Merci à vous, Stéphane. Serge Trigano qui était notre invité sur Bismart. Et nous, les amis, on se retrouve demain.